Au cours de ce chapitre, nous allons aborder diverses étapes qui vont nous permettre de constater ou de mettre en évidence des problèmes ou des techniques ou des pièges à éviter pour ne pas ralentir ou entraver, aller à l'encontre d'un bon référencement. Alors, en premier lieu, on va commencer à regarder quelques erreurs classiques qui arrivent, c'est le duplicate content. Alors, c'est quoi le duplicate content? C'est je copie le contenu d'un site parce que je suis tout à fait en accord avec ce qui a été dit là, ou j'ai envie de faire passer ce message. Et donc, je copie-colle. Et là, le moteur de recherche, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est déjà ailleurs, je ne le réutilise pas, j'indexe que l'ancien. Alors, pour mettre cela en évidence, on va venir sur un article qui a été écrit pour une association. Et le titre, c'est un article qui avait été écrit par une personne et qui donc avait écrit un papier d'où vient l'injustice. Je recherche sur Google et là on s'aperçoit que il y a très peu de réponses, il n'y a que 196 résultats, mais ici on a l'article qui est sorti. Donc cet article est sorti ici et on va regarder simplement dans le code, regardez. Ici c'est que du full duplicate content qui a été fait. Alors c'est pas le fait de l'apogée du duplicate content, c'est que l'article qui a dû être publié est arrivé, il fallait le publier tel quel, donc il n'y avait pas d'ajout, il n'y avait pas d'éléments. Mais je voulais quand même éviter de rentrer dans un non-référencement. Alors ici, vous voyez, le titre a été mis en P-strong, on aurait pu le mettre en balise header, mais surtout, ce qu'il y a eu, c'est que ça a été placé dans un block quote. Block quote, c'est une citation longue, et par l'attribut site, on rend à César ce qui est à César, donc on réinjecte vers la véritable adresse où a été publié l'élément. Comme l'article est séparé en deux avec un lire à la suite, il y a un deuxième block quote qui arrive avec un deuxième site. Et à la fin de l'article, donc ça c'est du pur copier-coller pur et dur, mais à la fin de l'article, on va remettre, alors il y a du block quote, et à l'intérieur du block quote, on peut placer du site, ici, de façon à mettre des phrases qui ont été elles-mêmes citées dans la citation. Et ici, à la dernière partie, on va mettre une balise Q, qui est une balise de citation courte, et on va mettre que c'est un extrait de, et on va mettre le titre de cette page vers laquelle on va, et on repointe, cette fois-ci encore une fois de plus, des attributs sites, qui vont renvoyer vers l'élément. Qui fait que, en fait, on se retrouve avec un texte qui peut être intégralement duplicate content, mais qui va pouvoir quand même, dans le référencement, sortir. Un autre petit souci que l'on peut rencontrer, c'est le spam indexing. Alors le spam indexing ou le spam indexing, ce sont aujourd'hui un mot raccourci pour dire tous les types d'erreurs ou tous les types de petits trucs et astuces qu'on va utiliser pour pouvoir positionner un site. Alors, on va l'isoler là cette fois-ci sur une définition un peu plus courte en disant que cela correspond aussi à des sites qui vont gruger, qui vont employer des noms ou des situations qui ne leur sont pas dues. Donc par exemple ici, je vous invite à regarder cet article sur droit NTIC qui est assez intéressant puisqu'il parle de différentes manières de pouvoir détourner le bon sens et puis récupérer les valeurs. En clair, je sais qu'en ce moment, par exemple, tel personnage est hyper médiatisé, il suffit que je le cite dans un de mes articles, que je fasse des mots-clés sur ce mot pour pouvoir raccoler dans ce sens-là. Ou alors, à une époque, une erreur classique était de pouvoir dire, dans les balises méta, je vais réutiliser le nom d'un concurrent qui est très prisé, comme ça je vais pouvoir le récupérer. Bon, aujourd'hui les balises méta ne sont plus exploitées, méta keywords, mais voilà, c'était ce type d'indexation, c'est-à-dire détourner une utilisation de quelque chose pour une autre. On va le qualifier comme ça, ce qui nous permettra de regarder d'autres erreurs ou d'autres pièges ou technos à éviter de manière distincte. Cet article aussi sur Journal du Net, un vieil article de 2004, mais qui est très intéressant puisque c'est le droit du spam indexing, qui disait que, en fait, on lèse 3 personnes. En faisant ça, on lèse les moteurs de recherche, mais on lèse également les utilisateurs de ces moteurs de recherche qui vont croire que parce qu'un site a été frauduleusement bien positionné, c'est le meilleur, mais en fait, par exemple, dans un site e-commerce, peut être un site arnaque et donc ça va aller à l'encontre des consommateurs qui vont aller acheter sur ce site. Et puis, ça lèse également les titulaires des sites web qui eux-mêmes ont un manque à gagner puisqu'ils ont un détournement indirect de prospects de clientèle. Le cloaking, alors le cloaking est une technique qui consiste à faire une double page. Alors je vais prendre un petit schéma pour mieux expliquer ça. Voilà, donc on a un visiteur qui arrive, et ce visiteur peut être soit un internaute, soit un moteur de recherche. Donc en fonction de l'analyse que le serveur va en faire, que le langage de programmation va en faire, s'il s'aperçoit que c'est un robot, il va l'orienter vers une page optimisée, alors il va lui livrer, il va lui donner une page qui sera optimisée pour les robots, qui sera complètement SEO complète, donc qui va être vraiment presque à la limite fausse par rapport à ce qu'il pourrait être.
Par contre, si d'un coup on s'aperçoit que c'est un visiteur, à ce moment-là, on va pouvoir envoyer la page non optimisée. Alors pourquoi au départ ça a été fait? Ça a été fait parce qu'on pouvait se trouver avec des très vieux sites qui n'étaient pas du tout optimisés, qui n'étaient pas du tout parsables par les moteurs, et donc qui proposaient un contenu qui était quand même juste et cohérent. Mais de façon à pouvoir les positionner, on avait mis en place cette technique qui permettait de référencer des sites qui étaient plus difficilement. Ça nécessitait aucune refonte, donc pas trop de coûts de mise en place et aucune optimisation sur nos pages puisqu'elles étaient livrées telles quelles. Le souci est que la technique était tellement bien qu'elle a été réutilisée pour pouvoir passer tout et n'importe quoi. Et donc ici, on peut très bien envoyer des sites publicitaires, des sites de vente ou des sites complètement détournés par rapport aux sujets sur lesquels ils devraient être censés répondre à l'internaute. Alors ici par exemple sur cette page, je voulais en monter une sur Puces et Médias pour l'occasion pour mieux la mettre en explication et puis en fait sur ce site ici on retrouve une explication et vous voyez ici on arrive à avoir simplement se connectant sur le serveur, on peut savoir que je suis arrivé à 8h58 du matin, qu'on est le 6 juillet, etc. Donc on commence à connaître plein d'informations directement sur la navigation qu'on est en train de faire simplement en se connectant sur le serveur. Ici, cette page « Qu'est-ce que le cloaking ?» est intéressante dans le sens où elle peut vous donner un peu un mode d'emploi de comment ça marche et comment on peut le faire. Vous avez quelques liens qui peuvent être intéressants à suivre. Je suis en train d'écrire un article aussi sur Puces et Médias sur le cloaking, mais pour d'autres raisons, donc il devrait paraître d'ici quelques semaines. Alors souvent, quand on parle de cloaking, on peut aussi confondre les pages alias, les pages satellites, ou refaire encore un plus gros amalgame avec les pages d'atterrissage. En fait, attention, ces trois techniques, on va dire, sont un peu différentes. C'est-à-dire que le cloaking, c'est vraiment « je suis un robot, je te livre telle page, tu n'es pas un robot, je te livre telle page ». Ici, ce sont « je te livre plein de pages qui n'ont rien à voir, mais qui sont très optimisées, qui vont pouvoir elles-mêmes réorienter vers des pages, vers un certain nombre de pages ». Et donc ça, c'est pas du cloaking, c'est-à-dire que ce sont des pages qui ne sont pas prévues en remplacement, mais qui sont un peu des pages racoleuses pour pouvoir renvoyer racoleuses par des mots-clés qui n'ont strictement parfois rien à voir avec le contenu sur lequel on envoie. Et ici, les pages d'atterrissage, non, au contraire, c'est une optimisation cohérente et stratégique qui est de dire, on va pouvoir mutualiser un certain nombre de mots-clés sur une page et réinjecter depuis cette page vers les contenus adéquats. Donc, on avait vu l'exemple, par exemple, sur les pages d'hôtes. On va retourner voir d'autres erreurs classiques. Donc, une vieille ruse de Sioux qui existait à une certaine époque sur le web, c'était d'écrire dans la couleur du fond. Donc, par exemple, ici, on ne le voit pas parce que je suis sur une animation flash, mais le texte ici, c'est du texte noir. Et ici, il y a du texte qui est du texte blanc. Donc, du texte blanc qui est sur fond. On peut le voir ici, là, à cet endroit-là, vous voyez. Donc ici, c'est du texte qu'on ne voit pas humainement par là, mais qui existe. Donc les robots lisaient ce texte et lisaient toutes ces séries de mots-clés. Alors ça pouvait être de la répétition à l'infini de certains mots-clés, ça pouvait être toute une série de vieilles stratégies de mettre les mots-clés concurrents, donc du spamdexing comme on l'a vu tout à l'heure. Alors aujourd'hui, les robots sont capables de distinguer, même si on écrit une couleur très proche du fond qui n'est pas tout à fait équivalente. Donc ce genre de piège est détourné. Et c'est pas bon, ça peut vraiment vous desservir. Ou alors, une autre astuce qui a été, c'était de dire non, je mets du texte, mais alors je l'écris tellement petit qu'il est illisible. Ça reste quand même du texte interprétable par les moteurs, parce que c'est du code ASCII, et donc on le mettait en pied de page. Alors ça pouvait donner un peu une impression de, vous savez, les notes, lire en pointillé les petites lignes en bas du contrat, donc ça passait visuellement, esthétiquement, et au niveau cohésion, c'était cohérent. Et en fait, on pouvait passer du texte comme ça. Donc ça aussi, aujourd'hui, faites attention, c'est mal perçu. Alors, on a vu également les points d'interrogation lors de l'URL overwriting. Alors, je ne suis pas resté trop longtemps là-dessus parce que le fait que les moteurs de recherche n'aiment pas les points d'interrogation n'est pas trop un souci ou n'aiment pas les paramètres. On voit que les moteurs n'aiment pas les trucs à paramètres, mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est pas que les moteurs ne l'aiment pas, c'est surtout que ça dessert l'internaute. Parce que d'avoir un point d'interrogation avec ID égale 48 et item 47, etc., ça sert strictement à rien pour l'internaute. D'un point de vue architecture de l'information, ça lui indique pas où il se situe. C'est pas très convivial et humainement parlant. Par contre, on va aller un peu plus loin là ici avec les histoires du session ID. Vous allez voir, regardez. Je vais ouvrir ici un nouvel onglet, je vais faire une recherche. Et je vais rechercher, alors ici, dans Google, in-URL, session ID. Je vais rechercher dans l'URL d'un lien référencé, d'une page positionnée, le mot session ID. Et donc on va retrouver ici, séjour Val d'Isère, ça peut être très bien. Et donc je vais appeler cette page parce que voilà, ça correspond tout à fait à ce que je recherchais. Et là en fait, elle me dit, oups, désolé, la session est terminée, à bientôt. En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé?
Il s'est passé que le robot peut se promener en étant connecté, en ayant une ID de session qui est passée. Alors c'est quoi une ID de session? C'est lorsque vous naviguez sur une page, on va pouvoir mémoriser un certain nombre d'informations et les trimballer. On peut les trimballer de deux manières, soit dans les paramètres d'URL, ici, de cette manière-là, soit dans des cookies, soit dans d'autres techniques. Et donc, s'ils sont passés en paramètres d'URL de cette manière-là, le moteur a l'impression que cette page-là est une des pages à référencer, donc le moteur référence de cette page. Le problème, c'est que si vous vous reconnectez 2 minutes après, vous n'aurez plus la même session, vous n'aurez plus la même valeur, et donc ça ne correspondra strictement à rien. Donc on va se retrouver avec des sessions ID, où, alors là, le session ID, c'est le terme générique. Maintenant, on peut utiliser d'autres paramètres qui stockeraient cette information-là et qui n'existeraient plus. Et vous voyez, il y a quand même 1 million de résultats avec le terme session ID. Donc on pourrait très bien aussi session ou identification qui serait ce paramètre mis à la volée et qui change à chaque fois et donc qui va référencer des pages qui n'existeront que l'espace d'une session. Donc faites attention à ce piège. Aussi, évitez d'utiliser de cette technique-là, surtout si ces pages référençables sont intéressantes pour vous ou sont nécessaires pour vous. Sinon, pensez au robot TXT et dire de ne pas référencer les pages que vous userez d'un dossier qui ne sera accessible que pour des sessions. Les pages satellites, donc on l'a vu tout à l'heure juste au moment où on parlait du cloaking ici. Donc en fait, le cloaking, c'est en fonction, on rappelle, c'est un utilisateur on envoie, si c'est un moteur on envoie. Je vais reprendre le schéma. Voilà, avec le schéma. Donc, ce sont vraiment les pages qui vont venir racoler ici des mots-clés de l'internaute pour pouvoir l'injecter dans des sites qui, généralement, n'ont strictement rien à voir avec les mots-clés qui ont été racolés. Voilà, donc les pages satellites ou les pages alias. Et enfin, une erreur classique aussi, c'est des fois on peut placer des accès à mots de passe, donc sur des pages qui sont protégées, qui fait que le robot lui arrive, il n'a pas le mot de passe, il ne peut pas accéder à la page et il s'en va. Donc si vous voulez mettre par exemple un journal en ligne avec des articles ou des contenus qui vont être dédiés à une certaine clientèle de votre site, donc des adhérents, essayez de mettre le système de filtrage de manière différente, de façon à ce que l'article puisse être consulté par le robot, d'autres être indexé, et donc la personne va rechercher un sujet d'un article, va pouvoir se présenter sur la page, aura un petit teaser, aura un appel qui va lui dire, voilà, l'article, si tu veux en savoir plus, il faut être adhérent, etc. Donc pensez à ce genre de prise en compte et de ne pas mettre le mot de passe dès le départ de la page, parce que sinon la page ne se chargera pas, et donc le robot ne pourra pas l'indexer.